Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour Léa, bonjour tout le monde, Bonjour Annie. Bonjour à toutes et à tous. à tous et à toutes. Merci d'être présents à notre présentation aujourd'hui, présenter une candidature gagnante. Je réfléchissais justement à ce titre-là et je constate, Léa, qu'il y a beaucoup de changements dans le domaine en ce moment. On reçoit de plus en plus de candidatures. Donc, je pense que notre présentation est de tout encore plus pertinente cette Elle, fois-ci. elle tombe bien, Elle effectivement, tombe oui. bien. Oui. Donc, on va peut-être passer à nous présenter nous-mêmes. Donc, moi, Annie Brière-Payette, je suis chef de service en acquisition de talent dans l'équipe de GMA, les GDC Québec. Donc, on a une grande équipe. Et puis, ça fait 3 ans et demi à peu près que je suis chez CGI. Mais je suis dans le domaine du recrutement, d'acquisition de talent depuis j'ose même pas dire le nombre d'années. Je pense que c'est en 96, mon premier entretien. Donc, c'est ça. Je Ça te fait un cède la moment. parole. Je te cède la parole, Léa. Donc, je m'appelle Léa Furman, je suis chef de service acquisition de talent chez CGI. J'ai environ une dizaine d'années d'expérience dans le recrutement de TI et 6 chez CGI, vraiment. Donc, un peu moins d'Annie, mais ouais, ça fait 6 ans que je suis avec CGI. Excellent. Donc, je vais vous présenter un peu le but de notre rencontre aujourd'hui, notre agenda. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que vous puissiez, suite à notre rencontre, présenter une candidature gagnante. Donc, on vous propose 4 étapes. Comprendre comment les recruteuses pensent et leurs critères de sélection. Comment devenir une professionnelle du CV. Soyez prête pour vos entrevues, puis maximisez vos chances de succès. Dans le marché dont je mentionnais tantôt, est en constante évolution. Donc, on peut passer à la prochaine étape. Pour commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas nécessairement CGI, je vais vous faire un aperçu en bref. Donc, une entreprise canadienne, québécoise, le bureau chef est ici même à Montréal. Et ça fait maintenant 47 ans que CGI a débuté, qu'a été fondé. On parle d'un chiffre d'affaires de 12 à 14, 15 milliards de revenus par année. On est presque 92 000 consultants de membres de CGI à travers le monde, donc 400 bureaux, 40 pays. Et on dessert plus de 5 000 clients. Donc, on a travaillé sur plus de 5 000 projets en ce moment. Et puis, je m'excuse pour la diapo. J'ai trouvé les pays où on se retrouve en anglais, donc pardonnez-moi. Mais ça reflète bien, en bref, CGI et où on se trouve à travers le monde. Prochaine étape que je voulais, puis j'en ai parlé dans ma présentation de cette présentation candidature gagnante, les valeurs de CGI. Ça nous reflète beaucoup, c'est notre ADN, je dirais, de l'entreprise. Et puis, je voulais vous les présenter et aussi peut-être avoir un focus plus important sur les 3 dernières. Donc, évidemment, il y a le partenariat, objectivité, le partage, intrapreneurship. J'ai toujours de la difficulté avec ce mot-là. Je voulais surtout me concentrer sur respect et puis solidarité financière et responsabilité sociale. Parce que moi, avec mon recul de plus de 30 ans au travail, c'est là, dans ces 3 sphères-là, que je trouve que CGI se démarque depuis mes 3 dernières années. Ils ont été 3 années très plaisantes chez CGI et c'est à cause de ces 3 valeurs-là précisément. Respect. On prend pour acquis que oui, le respect au travail, c'est un acquis, mais il y a 25 ans, ce n'était pas toujours le cas. J'ai eu des situations où j'ai eu des directeurs, des VP qui levaient le ton, où nos opinions n'étaient pas prises en considération. Et le respect chez CGI, c'est dans mon quotidien. Je ne sais pas, Léa, ce que tu en penses, mais ici, Oui, je partage je totalement. partage ça. C'est vraiment particulier. Il y a, que ce soit, peu importe le niveau de la hiérarchie, tout le monde se respecte, tout le monde est membre de CGI et on dirait que ça change un peu la donnée
de notre vie au quotidien chez CGI. Donc, ça, c'est une des valeurs que je voulais vous partager. Solidarité financière, vous allez me dire, ben, oui, c'est une entreprise, ils font 14 milliards par année. On est membre. Puis moi, ça m'a pris un peu de temps, j'avoue, à m'habituer à ce terme-là. Être membre, qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne, être membre? Bien, on détient tous des actions dans l'entreprise. Donc, notre solidarité financière, elle débute là. Deuxièmement, oui, on a des actions, mais comme petit actionnaire, je dis toujours, ben, oui, je fais partie du gros melting pot de 92 000 membres qui participent aussi à la solidarité financière de chez CGI. Mais ce qui nous démarque, puis pour la première fois, je vois ça en entreprise encore une fois, c'est en anglais, ils disent « the voice of the member », la voix des membres. On est en plein ce processus-là, donc ça m'a fait penser à ça aujourd'hui. On nous demande, nous, les 92 000 membres de CGI, c'est quoi votre opinion? Comment on devrait se développer comme entreprise? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et on a un questionnaire, certains vont dire, il est un peu long, mais on veut vraiment aller dans le détail de ce que nous, comme membres, on pense. Et comment on peut, nous, influencer la solidarité financière. Donc, le mot solidarité est là. Et ça, pour moi, c'est la première fois que je vois ça en entreprise. La troisième ou la sixième, dans ce cas-ci, responsabilité sociale. Ça, c'est peut-être celle qui est peut-être une des plus importantes en ce moment. Tu sais, quand on parle en recrutement aux gens qu'on veut embaucher, qu'est-ce qui est important pour eux dans une entreprise? Pardon. La responsabilité sociale, c'est souvent un des thèmes qui ressort, une des valeurs qui ressort le plus. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est certain que oui, comme toute grande entreprise, CGI a des bourses pour les étudiants, a différentes activités. On subventionne différentes initiatives, on fait des montées de fonds. Mais la responsabilité, je pense que je veux mettre l'emphase là-dessus, c'est comment nous, comme société, à l'intérieur de CGI, on est traité. Excusez-moi. Il y a une histoire dont je te parlais, Léa. Évidemment, la COVID, ça a été une période très, très, très difficile pour tout le monde, partout dans le monde. Et puis, comme je l'ai mentionné, on est à 400 différents bureaux. Et les bureaux de l'Inde ont particulièrement eu de la difficulté. Excusez-moi. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu constater la responsabilité sociale de CGI. On a pu constater comment CGI a décidé d'aider ses membres, ses employés à travers le monde et dont en Inde. Et ils ont ouvert des cliniques. Ils ont ouvert des centres pour aide et tout ce qui était nécessaire. On avait même, j'ai entendu parler d'un VP qui était sur une civière à l'extérieur dehors, qui n'avait pas de traitement. Donc, l'urgence était là. Donc, CGI s'est roulé les manches, a coordonné toutes ces activités, toutes les opérations derrière pour s'assurer que nos membres là-bas aient du soutien. Et puis, on connaît les résultats de la COVID. On a perdu des membres, on a perdu plusieurs membres là-bas. Et malheureusement, tu sais, qu'est-ce qu'on fait après ça? Et c'est là la responsabilité sociale. CGI a décidé de s'occuper des enfants de ces membres-là. Ils ne les ont pas laissés tomber. Donc, on s'occupe de la formation académique de tous ces enfants-là suite au décès d'un de leurs parents pour s'assurer que oui, malgré la perte d'un parent, ils vont être soutenus dans pour poursuivre leur carrière puis que ça ait le minimum d'impact pour eux, au moins côté éducation. Donc, pour moi, c'est ça la responsabilité sociale. C'est comme ça que CGI se démarque.
Et puis, moi, je suis tatouée sur le cœur CGI. Et puis, ce que je peux souhaiter aux gens, c'est que vous trouviez, suite à notre rencontre, un employeur qui va vous partager des valeurs comme celle de CGI. Donc, on peut passer au prochain. Le but de notre rencontre, attirer l'attention des recruteurs. On passe à la prochaine, Léon. Rédigez votre CV. Donc, quand on veut parler à un recruteur, la première initiation ou le premier contact se fait justement par le CV. Et il ne faut surtout pas négliger cette portion-là du processus de recrutement. C'est la porte d'entrée. Sans faute, là, c'est vraiment la première et la plus importante, je dirais, ou presque, du processus du recrutement. Donc, il faut, puis on disait au début, il faut penser comme un recruteur. Il faut se mettre dans la tête qu'est-ce que le recruteur va ou veut ou recherche quand il fait la validation de tous les candidatures. Qu'est-ce qui va faire que moi, mon CV va se démarquer? Donc, on a souligné quelques points. Personnalisez votre candidature. Vous nous parlez par ce document-là, donc personnalisez-le. Mettre en valeur vos réalisations. Je peux avoir 20 ans de postes énumérés, telle date à telle date, telle date à telle date. Mais ça ne dit pas ce que vous avez apporté à ce projet-là. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Donc, il ne faut pas oublier de mettre en valeur vos réalisations. Mettre en valeur vos expériences, évidemment. Il faut s'assurer d'avoir un bon condensé de votre expérience. Léa, est-ce qu'il y avait un point qu'on peut ajouter là-dessus ou on passe à la prochaine? Oui, je pense que tu as bien couvert. On va pouvoir aborder avec les erreurs. Les fameuses erreurs. Qu'on voit, qu'on voit régulièrement. Souvent. Oui, régulièrement. De base, l'orthographe, la grammaire. Utilisez un autocorrecteur à la limite, mais assurez de soumettre un document qui est propre puis lisible. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête, Léa, une erreur à éviter? Oui, j'en ai une et puis qui pourrait regrouper un peu manque de réalisation significative et CV générique. Dans ma carrière de recruteur, j'ai beaucoup recruté les postes de chargé de projet informatique, des chargés de projet TI. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu juste des rôles où il y avait des titres de chargé de projet, mais pas de détails dans le contexte, le secteur où ils ont travaillé. Donc c'est sûr qu'un chargé de projet construction versus un chargé de projet TI, ça va être complètement différent. Donc Oui. vraiment donner du détail un petit peu sur qu'est-ce que vous avez fait, la nature des projets, l'envergure, les budgets. Donc vraiment essayer de donner plus de contenu pour que le recruteur ait une bonne idée, de ce que vous avez fait, surtout quand c'est des rôles, très génériques qu'on peut retrouver dans tous les secteurs d'activité, c'est un peu plus dur de s'y retrouver. Parfait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, information non pertinente. Quand on débute dans notre carrière, oui, on met beaucoup de détails qu'on a travaillé au resto du coin, etc. Mais j'ai vu des gens d'expérience qui mettaient encore l'information sur le resto du coin. Il faut s'en tenir à refléter ce qu'on vit maintenant. Surtout mettre l'emphase là-dessus. Oui, c'est intéressant de mettre, disons, quelqu'un, on voit souvent ça, nous, on a souvent des consultants, donc ils ont l'habitude de mettre, énumérer les différents projets sur lesquels ils ont travaillé. C'est excellent, mais à un certain moment donné, on peut se permettre de juste mettre la liste des employeurs et pas nécessairement mettre les détails à ce moment-là. Ça fait un CV qui est plus condensé. Une chose que j'ai pas mentionnée, erreur à éviter, c'est de ne pas se baser sur
la description de poste. C'est fini maintenant l'époque où les gens avaient un CV. Hein. Avant, on avait toujours juste un CV et puis on présentait ce CV-là à toutes les sauces. Que ce soit pour un poste de PM, Scrum Master, ça se ressemble, je vais remettre un CV qui couvre les deux types d'activités. Malheureusement, c'est plus pertinent. Parce que quand je vous parlais tantôt au début, c'est quoi et comment on se démarque avec cette présentation-ci, c'est que depuis, je ne sais pas si tu as remarqué, Léa, mais depuis janvier dernier, et le marché a changé. Oui, ça s'est complètement inversé. Complètement inversé. On se retrouve avec des centaines de candidatures par poste en ce moment. Je vais vous donner un exemple. J'ai des postes de gestionnaire de paiement, gestionnaire de différents types d'activités. Les gens appliquent et le CV n'est pas en fonction de ces postes-là. Parfois même, c'est même pas relié au poste qui applique. Donc, ça, c'est une grande erreur aussi. Assurez-vous d'avoir un CV qui parle. Comme je vous disais tantôt, vous parlez avec votre candidature au recruteur. Assurez-vous de parler le même langage dans votre présentation. Parfait. Annie, juste peut-être avant de passer à la prochaine slide, je vois qu'il y a une question qui est rentrée, une question de Louise. Question concernant les ATS et les CV, nouvelle tendance. Certains experts indiquent que la configuration des ATS ne sont pas compatibles avec ce format de CV. Quel est votre point de vue? Est-ce que les colonnes sont à éviter? Aïe, aïe, aïe. Ben, je pense que tu en parles un peu tantôt, Léa. Oui, ben on peut parler pour notre ATS, en tout cas, au niveau de la recherche des mots-clés. Annie, je pense que tu as pas mal d'expérience avec justement notre projet on a un nouvel assessment. outil, justement. Dans ce cas-ci, moi, ça ne me dérange pas parce notre outil est en mesure de reformater les CV en version Word qui nous permet de bien lire, de bien visionner, de voir votre CV. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Vous pouvez ou pas les utiliser. Moi, puis là, je sens que je vais sauter sur une de tes diapos, Léa. Ce que moi, qui m'interpelle, c'est plutôt les fabricants de CV qu'on a parfois en ligne, etc. Pour revenir au fameux poste de Scrum Master, j'ai un poste de Scrum Master et puis je peux voir qui a utilisé le même outil, là. C'est une des erreurs à éviter, c'est que cette approche-là, ben, on se démarque pas du tout. Vous ne nous parlez pas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en mesure d'utiliser l'outil en ligne pour générer votre CV. Donc, moi, j'aime bien les CV un peu plus personnalisés à mon goût, à moi. Ça revient au CV générique dans les erreurs à éviter. Exact. Mais pour rebondir sur la question de Louise, en tout cas, notre ATS et la plupart des ATS par mots-clés, on est capable de faire des recherches et ça ressort peu importe le format du CV ou que ça soit en colonne, etc. Donc, on est capable quand même de vous faire ressortir dans nos recherches. Il y a pas de Puis problème contrairement à ce que la croyance populaire est que les recruteurs font que des recherches par mots-clés, non, on prend le temps de lire surtout si vous avez un beau CV qui nous parle, qui nous donne le contexte technologique, etc. C'est certain qu'on va lire, puis on ne se contente pas que des mots-clés. Parfait. J'espère qu'on a répondu à la question de Louise. Je te laisse poursuivre, Annie. Donc, puis ce qui est important, surtout, je pense qu'on me disait qu'approximativement le tiers des participants à notre session aujourd'hui sont des gens qui ont un peu moins de 3 ans d'expérience. C'est de démontrer votre cheminement sur votre CV. Donc, il y a différentes façons de faire ça. On peut le démontrer en développement professionnel, les activités de bénévolat ou partager votre histoire, parlez-nous. Donc, ça se répète encore, mon histoire, mais c'est vraiment
votre façon d'ouvrir la porte chez CGI, c'est de nous parler et de prendre le temps de bien présenter votre CV. Quand on parle de développement professionnel, quelqu'un qui a fait son stage, nous parler du contexte du stage, etc. Quelqu'un qui, je sais pas moi, a décidé de prendre quelques années de congé pour bâtir sa famille. Si vous avez du bénévolat, vous avez des activités que vous avez faites pendant cette période-là, partagez-le nous. Donc, reconnaître ces écarts, c'est ce que ça veut dire justement. Soyez honnête. Ce qu'on veut éviter, c'est d'éliminer une candidature parce qu'il nous manque de l'info. Donc, soyez ouverts, partagez votre histoire, puis on va bien comprendre le contexte, puis sûrement que votre CV va attirer notre attention. Oui, ça, si je peux rajouter, on est tous des humains et puis il y a tous des périodes de la vie où on doit faire d'autres choses, que le professionnel, donc on le comprend bien, juste, être capable de l'expliquer finalement à un recruteur, ça fait la différence. Oui, tout à fait. Parfait. J'ai de la difficulté à voir les questions, donc si jamais tu vois des questions, Je vais te la lire avant de passer à l'autre partie. Il y a une question de Clémentine. Que pensez-vous également de la section intérêts, loisirs dans un CV? Est-ce utile si le loisir est en lien avec l'entreprise et ou le poste? Ah oui. Moi, j'aime ça. Ça me parle. Quand je vous disais, votre CV doit nous parler. Dans une vie antérieure, j'embauchais des gens dans une entreprise qui était très dynamique. C'était un peu plus style start-up. Puis le point commun de tout le monde, c'était la musique. Donc, quelqu'un qui avait ça comme mention dans son CV, mais tout de suite, les gens voulaient voir le CV de la personne. Donc, on ne sait jamais ce qui peut attirer l'attention. Et c'est certain qu'on ne parle pas du marathon que vous avez fait il y a 22 ans, mais ce qui vous allume aujourd'hui, ça peut être intéressant pour le recruteur à le voir. Qu'est-ce Oui, que ça tu peut en être penses, toi? oui, je suis d'accord et puis ça peut être un bon brise-glace aussi, même en début d'entretien. Bah, Oui, tiens, j'ai vu que vous avez, tel et tel loisir, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça détend aussi des fois l'ambiance tout à là, fait. de début d'entretien. Donc, la préparation est la clé. Donc, Léa, je te laisse nous expliquer ce que tu veux dire par ça. Oui, donc l'étape, pour, présenter une candidature gagnante, d'après nous, ça passe par une très bonne préparation. Donc on va vous montrer comment mieux vous préparer pour pouvoir être en mesure de, performer votre entrevue. Donc déjà pour vous préparer, on vous invite vraiment à chercher de l'information générale, sur l'entreprise de façon générale ou sur CGI. Allez vous renseigner sur tout ce que, Annie a dit, au niveau du nombre d'employés. Est-ce que c'est une compagnie qui est présente mondialement, localement? Combien d'employés dans le monde? Quel type de mission ils font? Sur quel type de projet, le portefeuille de projets, qu'ils ont pu faire dans les dernières années? Tout ça, ça va vous donner un contexte pour comprendre vraiment dans, l'entrevue, le poste, dans comment il va évoluer dans l'entreprise. Donc ça peut vraiment varier, comme on disait, d'une start-up à une compagnie un petit peu plus grande, le contexte va pas être le même. La mission, vision et valeurs, ce sont des choses très importantes, surtout je pense en 2024, on recherche toutes, une entreprise qui nous parle, pour laquelle on a envie de travailler, une entreprise qui nous reconnaît. Donc bon, chez CGI, c'est des valeurs qui sont, fondamentales et qui font Mhm. partie de l'ADN de l'entreprise et qui sont très représentées. Donc si c'est des valeurs qui vous parlent et que vous voyez dedans, je pense que sur du, moyen long terme, vous avez plus de chances de vous épanouir. Donc que ça soit CGI ou une autre compagnie, de regarder les valeurs et de regarder s'il y a déjà un bon fit avec vous, ça peut être déjà Mhm. une bonne étape. La description d'emploi, je vous l'accorde, elles sont parfois, génériques et ça donne pas, forcément beaucoup de contexte. Quand il y en a, tant mieux, s'il y a du contexte sur savoir si c'est pour agrandir l'équipe, pour un remplacement, un congé, des choses comme ça toute information, elle est bonne à prendre, mais quand vous l'avez pas, essayez de vous, concentrer sur la partie des exigences. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à prendre, votre CV d'une main, de l'autre, la description d'emploi et d'essayer de faire des liens. Donc souvent, ça va commencer par exemple, détenteur d'un baccalauréat dans le domaine des TI. Là, vous pouvez regarder si vous, est-ce que vous avez un baccalauréat dans le domaine des TI ou alors dans un autre domaine qui peut être similaire? Des fois, ils demandent un nombre d'années d'expérience, par exemple, 10 ans, d'expérience, dans le domaine des TI et vous en avez que 8.
c'est pas grave. Essayez de regarder comment vous allez pouvoir, compenser, justement de ne pas avoir les critères. Je prends souvent l'exemple des outils, parce que des outils varient vraiment d'une entreprise à l'autre, Mhm. suivant vos études, suivant les compagnies dans lesquelles vous avez travaillé. Donc par exemple, pour un chargé de projet, on demande souvent l'outil MS Project, mais si par exemple vous avez, travaillé avec Jira, bah, c'est pas grave, même si vous n'avez pas MS Project, vous pouvez répondre en disant: C'est vrai, j'ai jamais travaillé avec, mais je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu sur internet, je vais passer des petites, formations pour me mettre à jour sur l'outil. Mais sachez que j'ai beaucoup d'expérience avec l'outil Jira, qui est un outil comparable, par exemple. Donc juste essayer de regarder les exigences et de voir comment vous pouvez, montrer que vous avez fait lien avec le poste et que même si vous correspondez à 70 de la description, vous êtes quand même une personne qualifiée pour le rôle. Donc ça, c'est une partie, qu'on trouve quand même importante. Que se passe-t-il dans le monde? C'est sûr que comme on l'a mentionné Annie au début, il y a un contexte. Donc, il y a 2 ans, le marché du travail était complètement différent que maintenant. Donc déjà de savoir qu'est-ce qui se passe, d'avoir lu un petit peu, si CGI est dans les journaux dans les dernières semaines, qu'est-ce qui se passe économiquement dans le monde, ça va forcément impacter toutes les entreprises. Donc déjà d'avoir cette connaissance, ça va vous donner, une meilleure idée, du contexte pour lequel vous postulez. Donc qu'avez-vous à nous offrir? C'est plutôt comment, vous pouvez vous démarquer. On est toutes uniques, on a toutes des forces différentes et on a toutes quelque chose, de grand à offrir aux compagnies qui peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée. Donc c'est pas facile, on a tendance des fois à se sous-estimer, à n'être pas sûr de nous, mais essayez de regarder, de prendre du temps de dire: «Bon, pourquoi je pense être, fait pour ce job? Quelles sont mes forces? Comment je peux aider la compagnie?» De prendre un petit peu de recul pour essayer de mieux vous positionner et arriver beaucoup plus confiante en entrevue. Alors je vois qu'il y a des questions qui continuent à arriver. Donc il y a une question de Émilie. Quelles sont les questions les plus impactantes à poser à la fin d'une entrevue d'embauche? On va en parler un petit peu plus loin, Oui. Émilie, si ça ne te dérange pas, je vais revenir un petit peu, plus loin dans la présentation. Une question de Clémence: «Comment se démarquer par rapport à la compétition? Est-ce mieux de s'inscrire sur le portail de l'entreprise ou il vaut mieux toujours appliquer au poste?» Est-ce que tu veux répondre, Annie, ou je réponds? Si je me mets dans le contexte de CGI, appliquer directement sur notre site, c'est plus facile pour nous comme recruteurs. C'est certain que nous, on affiche nos postes sur différentes plateformes, que ce soit, je ne vais pas faire de l'annonce, mais Indeed, LinkedIn, etc., etc. On affiche la plupart de nos postes aussi via LinkedIn, justement. Et puis, on reçoit, oui, votre candidature, mais on la reçoit d'une autre façon, par courriel. Donc, ça fait une gestion un peu plus complexe là, de gérer, puis voir, On OK, peut en est-ce échapper aussi. qu'on en échappe? Mmh. Est-ce que... Donc, oui, moi, personnellement, si vous appliquez chez CGI, je vous suggère fortement d'appliquer sur notre plateforme cgi.com. Je pense que sûrement, ça a déjà été partagé dans les chats. Mais oui, c'est définitivement la façon la plus sûre d'être bien vu. Oui, parfait. Je te rejoins, Annie, c'est toujours la façon la plus simple et puis après de d'enchaîner avec un courriel ou de contacter la personne LinkedIn, c'est un plus, mais déjà d'avoir Mm. au moins postulé, sur le rôle, c'est toujours, mieux. Il y a une question de Pauline: «Comment savoir, quels sont les mots-clés pertinents pour notre CV?» Je dirais que c'est toujours aussi en lien avec la description de poste. Déjà, ça vous Mhm. donne une bonne indication dans les exigences par rapport à ce qu'ils demandent, s'ils demandent des outils, les types d'actions lesquelles vous avez pu prendre, de les faire ressortir, vraiment sur votre CV. Comme disait Annie, le CV peut varier. Il n'y a pas un seul CV qu'on envoie partout. Des fois, ça demande de l'ajuster un petit peu Mhm. pour faire ressortir à un recruteur. Des fois, il y a des recruteurs qui sont un peu moins techniques, qui vont juste s'arrêter et pas lire entre les lignes. Donc, déjà de reprendre vraiment, ce qui est mentionné sur la description, puis d'essayer de le faire ressortir au Oui, maximum sur votre CV. Donc, c'est tout des mots-clés, donc ça peut être des tâches, des actions précises ou des oui. logiciels. Je ne sais pas si Annie, tu voulais, Je vais rajouter peut-être quelque chose? enchérir là-dessus. Euh,
s'assurer que vous comprenez bien la description. Si la description, il y a plusieurs termes que vous ne connaissez pas, c'est peut-être pas le bon poste sur lequel vous appliquez. Donc, je vous suggère de patienter un peu, puis de vraiment vous assurer de prendre le poste où vous avez le plus de chances de vous faire reconnaître. Parce qu'on va être transparent, les recruteurs ont plusieurs postes en même temps. Et puis, parfois, on va faire le tri pour un poste en particulier. Si vous n'avez pas, par exemple, j'ai un poste en Unitracks en ce moment, mais si vous appliquez sur ce poste-là, puis clairement, la plupart des gens ne connaissent pas cette technologie-là, bien, appliquez pas sur celle-là, appliquez sur celle qui est la plus près de votre spécialité technique, puis là, vous avez plus de chances de vous faire reconnaître. Parfait. Donc, j'espère qu'on a répondu aux dernières questions. Oui. Je vais continuer. Donc, soyez prête pour votre entretien. Donc, une partie qui est importante, c'est se présenter. Des fois, on a une question très large qui arrive au début d'entretien. OK, on va commencer par vous présenter. Et donc là, on ne sait pas des fois par où partir. On a peur de partir un peu dans tous les sens. Donc, voici quelques petites astuces qu'on peut vous donner pour mieux vous présenter. Donc, je recommande environ, bien évidemment, c'est suivant le nombre d'années d'expérience dans la carrière, mais environ 5 à 7 minutes pour vous présenter, c'est quelque chose qui est quand même assez correct. Donc, on ne veut pas savoir votre nom, votre prénom, votre âge, où vous habitez, c'est vraiment essayer de comprendre un peu plus qui vous êtes professionnellement. Donc, vous pouvez commencer par votre parcours académique et certification obtenue si vous en avez. Normalement, ça arrive un peu au début de votre carrière de façon chronologique. Donc, commencez toujours par l'expérience la plus ancienne pour remonter vers la plus récente. Donc, une fois que vous avez parlé de votre parcours académique, je vous invite aussi à parler du nombre d'années d'expérience que vous avez pour le poste pour lequel vous passez l'entrevue et d'aller d'une façon plus générale avec un nombre d'années d'expérience totale. Donc, comme on disait tout à l'heure, par exemple, j'ai 10 ans d'expérience dans le secteur des TI et 5 à titre de chargé de projet. J'ai débuté ma carrière en tant que développeur Java et j'ai évolué vers la gestion de projet. Donc, essayez d'être assez concis dans cette présentation. Puis, je vous invite vraiment à vous pratiquer toute seule, même des fois devant votre miroir, pour bien vous présenter, pour essayer d'être clair et d'avoir donné le plus d'informations possible. Vous pouvez aussi inviter le recruteur à poser des questions à l'intérieur, justement, quand vous vous présentez. Vous pouvez faire un survol de votre titre, de combien de temps vous êtes resté dans l'entreprise et un survol de la mission principale qui vous a été donnée, sans rentrer vraiment dans toutes les tâches et dans toutes les fonctions. Et souvent, le recruteur va revenir en disant « Ah, bah, est-ce que tu peux développer? Ce point-là m'intéresse. » Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être pertinentes et aussi faire ressortir votre plus belle réalisation. Donc, c'est bien des fois de se dire « Ok, je corresponds principalement à la description de poste, mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce rôle? Qu'est-ce qui vous a quel projet vous a tenu à cœur, dans lequel vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a sorti de votre quotidien? C'est vraiment des choses, je suis sûre, il y a plein de choses dont vous êtes fiers. Faites-les ressortir pour donner vraiment de l'intérêt à votre candidature et faites briller votre marque personnelle. Donc, je pense qu'il y a une autre question qui est rentrée. Mais je pense que c'est la même. Aujourd'hui, comment se démarquer par rapport à la compétition? Est-ce mieux de s'inscrire au portail d'entreprise ou vaut mieux toujours appliquer au poste? Je pense qu'on l'a fait, ouais. Ouais, c'était une même question. OK, on va continuer. Donc, il y a différents grands types d'entretiens. Donc, j'imagine que vous êtes quand même familier avec ces 3 types d'entretiens. Il y a le premier, c'est l'entretien de présélection, qui est souvent la première étape de l'entrevue. C'est souvent des questions fermées, oui, non, pour valider un petit peu votre intérêt pour le poste. Je pense qu'Annie, tu avais des petites choses que tu voulais dire sur ce… J'ai une anecdote peut-être. Puis, donc, comme c'est un événement avec une enfance peut-être sur les femmes au travail, c'est la deuxième porte d'entrée vers votre poste. Négligez pas cet entretien-là. Et n'hésitez pas, parce que souvent, nous, au recrutement, on est pressé, on voit votre candidature, on veut vous parler, on est excité, j'ai la personne, je crois, pour mon poste.
Et puis, n'hésitez pas à nous le dire. C'est pas le bon moment. Annie, malheureusement, je suis à l'épicerie, je suis avec mes enfants, etc. On veut que vous soyez aptes à bien prendre conscience de l'importance de cette présélection-là, puis de prendre le temps de discuter avec nous sans voir le chat qui saute ou les enfants qui crient ou la caissière qui vous demande votre argent. Donc, puis ça va nous faire plaisir de prendre un temps, une période précise avec vous, planifiée pour qu'on puisse discuter. Donc, prenez pas à la légère cette présélection-là. Puis dire, c'est juste le recruteur. Non, justement, c'est le recruteur qui vous ouvre la porte pour les prochaines étapes. Oui, c'est ça. On n'aimerait pas louper peut-être l'opportunité de notre carrière. On ne sait jamais, donc vaut mieux que ça soit dans un moment opportun pour nous et qu'on soit au meilleur de nos capacités pour répondre. Merci. Parce que le clic là, des systèmes à la caisse, là, je l'ai entendu pendant des entrevues de présélection. Un peu distrayant. C'est sûr. Il y a également l'entretien de savoir-être. Donc ça, c'est plus l'entretien aux personnes ou par Teams maintenant, grâce à la pandémie. Donc c'est sûr que là, c'est un entretien. Il y a eu déjà le premier entretien de présélection. On a validé que sur papier, vous répondez aux critères du poste. Là, c'est le moment de vous démarquer encore plus. Ça va être des questions ouvertes, comme on disait, présentez-vous. Donc pour éviter de partir dans tous les sens. On vous a donné quelques petites astuces, mais vous pouvez continuer avec vraiment des expériences passées, des exemples précis sur ce que vous avez fait. Donc, c'est le moment là justement de creuser un petit peu plus dans votre expérience, de donner assez de contenu aux recruteurs pour qu'ils comprennent vraiment ça a été quoi le rôle, dans quelle entreprise, d'envergure vous avez œuvré. Donc, c'est vraiment ce moment-là qui peut faire toute la différence. On valide aussi bien sûr les soft skills parce que bon, c'est bien beau la partie plutôt technique, expérience, mais voilà, faut que ça passe bien aussi au niveau des soft skills. Le savoir-être est très important aussi pour justement s'épanouir dans la compagnie avec les différentes parties prenantes de l'organisation, que ce soit des collègues, des clients. Il faut quand même que le contact passe bien. Il y a également la partie entretien technique. Donc là, ça varie vraiment selon le poste. C'est sûr que nous, par exemple, pour des rôles vraiment techniques, on a l'habitude de travailler avec Coding Game. Donc pour tout ce qui est au niveau des tests techniques, donc qu'on envoie au candidat pour valider justement si il a passé les 2 premières étapes et qu'on en est au rendu aux compétences techniques. C'est un peu la dernière étape de validation. Des fois, ça peut être juste des mises en situation en discutant avec le gestionnaire d'embauche ou le recruteur. Donc, c'est une partie qu'il faut valider. Des fois, l'entretien technique est combiné avec l'entretien de savoir-être. Donc, des fois, ça peut un peu se mélanger. Donc voilà, il y en a à peu près pour tous les postes, au moins valider la compétence aux outils, etc. Je pense qu'il y a des questions qui sont rentrées. Est-il possible de mentionner clairement sur les CV les périodes d'indisponibilité concernant les accouchements? Donc moi, je dirais que oui, justement, comme on disait avant, on est toutes humaines et il y a des choses de la vie qui font qu'on doit s'absenter. Donc justement, on est des femmes et puis c'est nous qui devons s'absenter, pas les hommes. Donc je trouve ça bien justement de le mentionner sur un CV qu'on s'est occupé des enfants pendant cette période de temps. J'ai été moi-même en congé maternité 2 fois pendant les 5 dernières années. Donc justement, on ne doit pas le cacher, on doit être fier d'avoir fait ça en plus du professionnel. Je ne sais pas si Annie, tu voulais… Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu ce que je mentionnais dans l'autre diapo tantôt. C'est juste d'indiquer la fluidité de vos activités. Donc, ça fait partie des activités qu'on a eues. Donc, oui, tout à fait, indiquez-le. Et ça répond immédiatement aux réponses du recruteur qui se pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là? Donc, oui, tout à fait. Il y a une question de Lofi. Je suis nouvel arrivant, j'ai postulé à plusieurs postes de différents niveaux sans jamais décrocher un entretien, sachant que je suis référencée. Est-ce que l'expérience canadienne est primordiale? Je ne peux pas parler pour les autres entreprises. Chez CGI, non, pas du tout. On reconnaît les expériences antérieures.
Puis c'est même ces expériences-là qui parfois vont faire que CGI peut faire un sponsorship et faire venir certains spécialistes de l'étranger. Ce que je peux peut-être vous suggérer, c'est de vous assurer, comme je l'ai mentionné tantôt, d'appliquer au bon poste et vous assurer que le CV que vous présentez parle bien l'expérience nécessaire pour le poste. Oui, c'est ça. Et bonne chance aussi. Oui, c'est ça. Bah, je suis d'accord avec toi, Annie. C'est sûr que des fois, la première opportunité et moi-même, nouvelle arrivante, il y a une dizaine d'années, j'ai pu, vivre que c'était difficile de trouver la première expérience d'emploi parce que justement, souvent, ils vont demander d'avoir travaillé pour des clients, au Canada, des clients qui sont, reconnus ici. Mais en tout cas, lâchez pas, c'est vraiment, la 1re opportunité qui est difficile, qui est un peu plus, difficile à avoir, mais une fois qu'on est rentré, ça va très vite et il y a une belle promotion de la carrière. En plus, en étant référencé, c'est que c'est toujours un avantage, mais voilà, essayer de travailler un petit peu plus, le CV, sa présentation, essayer de voir peut-être que c'est pas ça qui fonctionne pas, peut-être c'est pas parce que vous avez pas d'expérience canadienne, mais peut-être c'est une autre chose qui peut être Oui. améliorée dans votre candidature. Donc, mais voilà, C'est c'est pas un frein en tout cas. expliquer aussi le contexte. Comme on ne connaît pas les entreprises à l'étranger, expliquez-nous peut-être encore plus en détail le contexte technologique dans lequel vous travaillez. Moi, je dis toujours à la blague, expliquez, surtout dans ces cas-là, expliquez comme si c'était à votre tante que vous expliquez que faisiez-vous. Donc, n'hésitez pas à mettre des termes simples, mais détailler vos expériences et vos accomplissements. C'est ça et puis il y a le contexte aussi justement, on disait qu'il y a plus de 200 applicants des fois sur des positions. Bah, là en ce moment, c'est un peu plus dur aussi de se démarquer qu'il y a 2 Ah, ans tout à justement, fait. c'était l'inverse, donc Mm. ça dépend le contexte d'activité. Parfait. Donc l'entretien avec, le recruteur, on en a parlé, c'est vraiment, la première étape du processus. C'est pour valider que, vous répondez aux besoins, du poste, mais c'est aussi pour valider que de votre côté, il y a un fit aussi avec, l'entreprise. Parce que des fois, on voit le poste, sur internet, on se dit: «Ah, c'est intéressant». Puis finalement, en discutant avec, le recruteur, on se dit: «Oh non, non, c'est pas du tout, un poste dans lequel je me verrais évoluer, le contexte ne me plaît pas et cetera. Donc c'est le moment aussi de valider, que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours et de poser des questions aussi si vous en avez et que vous voulez être sûr avant de continuer la suite, du processus. Donc la préparation, c'est la clé, continuez d'être authentique et précise dans vos réponses. Pendant l'entretien, attendez-vous à des questions sur votre parcours et la maîtrise des compétences requises sur le rôle. Donc c'est ça qu'on disait, là, ils vont vraiment rentrer, ils vont vraiment creuser sur votre expérience. Donc essayez de donner du détail, on va en parler juste après avec le modèle STAR, des petites astuces sur lesquelles vous pouvez, essayer de répondre à ces questions pour vraiment avoir un cadre à respecter qui va vous aider à répondre de façon optimale à la question. Assurez-vous de poser des questions aux recruteurs sur le poste. Des fois, ça va se faire au fur et à mesure de la conversation. Des fois, ça va avoir lieu plutôt à la fin de l'entretien. Essayez toujours de poser 1 ou 2 questions. Ça montre que vous avez, gardé le fil, que vous avez écouté, que vous avez une écoute active avec le recruteur ou le gestionnaire d'embauche et aussi que vous avez de l'intérêt tout simplement. Ça peut être, combien il y a de personnes qu'il va y avoir dans mon équipe, qui va être mon prochain gestionnaire, est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est une création de poste? Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider en bout de ligne aussi à prendre votre décision pour savoir si c'est le poste qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Soyez prête à poser des questions sur vos attentes salariales. Ça, c'est une partie qui peut être, vraiment compliquée et on ne sait jamais vraiment trop comment répondre. Des fois, on a peur de donner un chiffre trop haut et de se bloquer une opportunité et à l'inverse, on a peur de donner un chiffre, trop bas et de s'être fait avoir. Donc c'est ça, c'est une discussion. Moi, ce que j'invite tout le temps, c'est à donner une fourchette qui peut être large et qui peut varier suivant les différents avantages sociaux de la compagnie. Comme ça, vous pouvez toujours discuter avec le recruteur et il y a une marge de négociation parce que vous avez été large. Je vous invite aussi, si vous n'êtes pas sûr de votre profil, de retourner la question au recruteur en demandant quel a été le budget qui a été alloué pour ce rôle. Soyez-en sûrs, à CGI et dans la plupart des autres compagnies, j'espère, on se base sur l'équité de salaire interne, sur, les tendances du marché ainsi que vos attentes salariales. Donc c'est vraiment un mixte de 3 critères qui vont prendre en compte,
pour donner un peu une estimation. Donc voilà, soyez confiante. C'est jamais une question facile pour tout le monde, peu importe le niveau d'expérience. Mais au moins, il y a des outils aussi que vous pouvez trouver sur Internet pour faire un peu des comparaisons, nombre d'années d'expérience, le titre que vous pouvez regarder si vous n'êtes pas sûr de votre profil. Donc, le modèle STAR, c'est un modèle que tu connais bien, Annie. Donc, c'est le modèle situation, tâche, action, résultat. On vous invite à le garder tout le temps en tête, que ça soit dans n'importe quel moment de travail que vous avez, n'importe quel entretien. C'est toujours bon de l'avoir en tête parce que ça permet d'être organisé et d'être précis dans ses réponses. Donc, on demande toujours de décrire la situation. Quel est le contexte dans lequel vous avez évolué? Par exemple, on peut dire: «Oh, je suis arrivé sur un projet où le projet allait très mal. C'était un projet de contexte de redressement. Quelle a été la tâche? Quel a été l'objectif? J'ai dû, le redresser. J'avais 2 mois pour réussir à ramener le projet sur les tracks, sur les rails. Quelles ont été les actions prises? J'ai rencontré les différentes parties prenantes. On a revu les objectifs. On a refait des actions différentes». Donc essayez de donner plus de contexte, plus de détails sur les actions vraiment que vous avez pris à ce moment-là et le résultat, que ça soit positif ou négatif. Des fois, on n'ose pas, parce que le projet n'a pas fonctionné, mais ça ne dépend pas que de nous. C'est vraiment dans sa globalité. Des fois, si l'entreprise, n'était pas prête, par exemple, à faire, des fois, je pense aux transformations agiles. Tu parlais de Scrum Master, Annie, tout à l'heure. Si l'entreprise n'est pas prête à faire un move vers l'agilité, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça va être un échec. Donc le résultat à communiquer, négatif ou positif, on en ressort toujours grandi. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager et à le garder en tête, contexte, situation, tâche, action et résultat en toutes vos parties. Donc maîtriser l'entrevue, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là, c'est des conseils. Bien encore, ça varie suivant une entreprise à l'autre. Nous, c'est ce qu'on a trouvé pertinent de vous communiquer aujourd'hui. Donc ne pas faire, avoir une apparence non professionnelle ou trop décontractée. Ça peut varier, que ce soit d'une start-up ou une start-up ou une entreprise très corpo. Le code professionnel, le code vestimentaire va varier d'une compagnie à l'autre. Mais en tout cas, pour une première entrevue, essayez toujours d'avoir une apparence professionnelle tant que vous ne savez pas vraiment comment ça se passe là-bas, d'avoir une tenue propre et de ne pas être dans son lit, en pyjama, en passant l'entrevue. Donc, essayez de vous rappeler que si ça se trouve, c'est le job de votre vie et que vous devez être préparé à faire briller votre candidature. Donc, le manque de préparation, je pense qu'on a beaucoup insisté dessus déjà, mais allez-y préparés pour ne pas louper une belle opportunité. Le manque d'intérêt, posez toujours des questions. Trop d'emphase sur «qu'est-ce que j'y gagne?» C'est plus que, heu, c'est un peu particulier comme point, mais c'est des fois, il y a des candidats qui vont avoir tendance à dire «Bah, moi, je veux ça, je veux ça, ça comme critère, je suis pas négociable, si vous me voulez ou pas, tout bad pour vous». Donc c'est juste que ça passe mieux si on est tout le temps dans le compromis. Bien sûr, on a des exigences, bien sûr, on a une carrière, qui est déjà tracée, mais c'est plus que ça soit un échange et pas de montrer qu'il y a juste un des parties qui tient le pouvoir. Là, il faut que ça soit vraiment un échange. Monopoliser la parole, donc des fois ou ne pas parler. C'est dur de trouver le compromis entre les 2. Moi, je suggère, qu'il y ait un 60-40. 60 pour le candidat, 40 pour le recruteur. Ça vous donne un peu une idée sur la façon dont vous devez parler. Des fois, il y a Bonne des idée. entrevues ouais, c'est ça. Des fois, il y a des entrevues où des gens, ils vont juste dire: «Oui, non, oui, non». Bah, là, l'entrevue peut durer 5 minutes et c'est très, difficile de faire ressortir le positif de votre candidature dans ces cas-là. Donc essayez quand même de donner du détail, mais n'oubliez pas d'écouter le recruteur parce que s'il vous recentre sur une des questions, ça veut dire que la question-là est importante pour le rôle. Donc si vous avez tendance à partir trop ailleurs, bah, vous avez loupé une occasion de montrer que vous avez déjà fait ça dans une autre entreprise, alors que ça se trouve, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Donc pas monopoliser la parole ou pas trop parler. À faire, arriver à l'heure, donc pour pas arriver à être stressé, à avoir trop de pression. C'est toujours bien je dirais même arriver en avance finalement, de regarder s'il y a du parking, si c'est par Teams, essayer de vos connexions, que vous avez un background, soit vous êtes dans une pièce qui est assez neutre ou alors un background, flou. Préparez-vous, faites vos recherches, soyez confiant que vous êtes, un bon candidat, que vous avez les compétences pour le faire, une écoute active,
le langage corporel est toujours important. Donner des exemples concrets, donc ça, on en a pas mal parlé aussi, et poser des questions à la fin de l'entrevue. Donc, je Mm. pense à Annie, je sais pas, toi, tu as toujours des petites Il y a anecdotes toujours des qui sont anecdotes, sympas. des trucs à ne pas faire. Ça me fait penser à une certaine époque où j'étais directrice des ressources humaines et je me préparais pour un entretien. La salle d'entrevue était, la salle de conférence était à l'avant. Et puis, la personne à la réception me demande, est-ce que tu peux me remplacer 5 minutes? Je veux juste aller me chercher un café. Je dis, d'accord. Le candidat arrive et il est bête. Il est absolument pas respectueux. Il me lance le CV, je rencontre telle personne, dépêchez-vous, j'ai pas de temps. Vous savez le genre de personne dont je parle. Je le présente, je le fais s'installer dans la salle de conférence. Et 5 minutes plus tard, je rentre dans la salle de conférence et c'est moi qui dirige l'entrevue à ce moment-là. Disons que ça n'a pas été très bien pour lui. Bah J'ai oui. pas fait de commentaire, mais il a réalisé tout de suite qu'il venait de se planter. Et je suis certaine que ce poste-là, il y tenait vraiment. Donc, le respect dans tous les contextes. Puis, nous, ça fait partie des valeurs. Si vous n'êtes pas en mesure de le vivre, en tout cas, à éviter, surtout en entretien. Et puis, une autre chose qui me venait en tête aussi quand tu parlais, oui, on vous demande de parler de vos contextes de travail, etc. Il y a une chose qui me venait en tête aussi. Attention à vos commentaires. Oui, on vous parle parfois, on va vous demander, OK, quelles sont les raisons pourquoi vous avez quitté telle ou telle entreprise? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans tel ou tel projet, etc. Essayez de ne pas être trop négatif. On ne veut pas nécessairement entendre comme recruteur que votre ancien directeur, c'était la pire personne sur Terre, etc., etc., etc. On saute les commentaires. Donc, essayez de demeurer, peu importe le contexte dans lequel vous avez travaillé, essayez d'être le plus positif possible. Parce qu'évidemment, comme recruteur, on s'imagine travailler avec vous. Donc, si vous êtes trop négatif, ce ne sera pas nécessairement tentant pour le directeur qui vous rencontre ou le recruteur qui vous rencontre de vous faire venir dans un contexte où vous êtes trop négatif. L'équipe en ce moment fonctionne super bien et puis on ne voudrait pas apporter une personne qui n'a pas la même vision des choses. Donc, tenez attention à vos commentaires parfois dans ce type-là. Merci Annie, c'est des bons exemples et puis, ça, on voit une personne sur un instant T, mais on ne sait jamais cette personne-là, on va pouvoir la revoir dans une autre entreprise dans le futur. Ça peut être pour un autre poste, donc toujours faire attention à nos relations là, surtout que le réseau et DTI là est très important et petit quand même, donc ça passe par là. Merci. Donc, on en a parlé, donc maintenant je pense que vous avez tous les bons arguments pour être prête pour votre entrevue, une écoute active, une gestion du temps. Connaissez votre valeur, j'insiste beaucoup sur ce point parce que soyez consciente de votre force en tant que femme. On a beaucoup à apporter sur le marché de l'emploi, donc voilà, ne vous sous-estimez pas et soyez consciente de tout ce que vous pouvez apporter. On a plein de belles choses à offrir. Petite anecdote aussi, savez-vous que les gestionnaires d'embauche décident dans les 10 premières minutes de l'entrevue? On a été assez large dans les 10 minutes parce que des fois, c'est quand même assez plus rapide justement si la personne arrive en retard, si elle manque de respect, bien sûr que on a déjà une opinion qui est faite. Mais donc ça dans les 10 premières minutes, donc justement, d'où l'importance de savoir bien se présenter, de savoir bien répondre aux premières questions. Et puis la fin de l'entrevue, ça va être plus pour valider toutes les choses qu'on a pu aborder avant. Donc, les conseils après l'entrevue, donc vous pouvez les remercier pour leur temps, se renseigner sur les prochaines étapes. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième entrevue? Est-ce qu'il va y avoir une offre dans 1 à 2 semaines? Comment vous pouvez vous préparer? Si jamais ils vous demandent d'envoyer un CV qui est plus arrimé avec les besoins, n'hésitez pas à le retravailler, à le renvoyer après. Réfléchissez sur vos
performance, je pense que c'est important de se dire: «Tiens, est-ce que, cette question, elle m'a vraiment Mmh. déstabilisée, j'ai pas su y répondre. Comment je peux pour la prochaine fois, si on me la pose, essayer d'être, plus structurée?» Donc ça, c'est des choses, qui peuvent être bien, et si vous avez un deuxième entrevue, relisez vos notes, avant. Donc avec tout ça, vous avez toutes les infos pour présenter une candidature gagnante chez CGI. Mmh. On parlait, justement des portails, d'activités de l'entreprise, donc vous pouvez vous inscrire sur notre page carrière. On Je pense que dans le chat, on a dû vous donner, les liens. Vous pouvez rester connecté, vous mettre des alertes. Par exemple, vous cherchez un poste d'analyste d'affaires dans la région de Montréal, bah, vous pouvez avoir des alertes dès qu'il y a un nouveau poste qui sort, Mmh. vous êtes à l'affût, et si vous avez encore des questions, sur le recrutement, comment ça se passe à CGI, on a aussi un FAQ, qui est fait, sur le recrutement. Donc, les éléments à retenir, agir comme un candidat, penser comme un recruteur, avoir une bonne préparation et maximiser vos chances de succès en postulant en poste. Mettez-vous, des alertes d'emploi, comme on l'a mentionné. Donc je pense que ça fait le tour, Annie, de notre, présentation. Mmh. J'espère que, vous avez aimé, vous avez appris des choses et que vous allez, les retenir aussi. Je pense qu'il y avait, peut-être une D'autres question questions? qu'on n'avait pas répondu, c'est une question, de Audrey. Que mettre en avant lorsque l'on cherche une première expérience dans un nouveau domaine après une reconversion professionnelle? Il faut se préparer. Je pense que c'est la clé du succès dans ces cas-là, hein, Léa? Oui, Surtout quand on passe à une autre spécialité. Clairement, chaque spécialité, surtout en TI, disons qu'on passe du non-TI à TI, faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt à faire des formations, des certifications, possiblement même retourner aux études carrément. Même chose, je vois plusieurs personnes qui font, par exemple, qui vont aller, je ne vais pas faire d'annonce, mais des programmes comme Bois de Boulogne ou HEC, etc. Il y a d'excellentes formations pour justement nous aider à faire des transitions vers la technologie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que ça fait le tour. Moi, c'est peut-être l'approche que je prendrais, mais il faut se préparer. Sinon, si on fait que soumettre nos candidatures, évidemment, notre expérience antérieure peut être bénéfique, c'est certain. On apprend, comme moi, j'ai eu un parcours qui était plus en communication auparavant, beaucoup plus jeune. Ça s'est transféré en recrutement, aux ressources humaines, etc. Mais quand on fait vraiment un saut, faut peut-être il y a certains postes, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Léa, il y a certains postes qui aident l'introduction à OTI, comme les postes de projet, les postes de PCO, de coordonnateur de projet, etc., qui ne nécessitent pas nécessairement une expérience aussi exhaustive en technologie, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, je suis d'accord, et puis les TI, ça va tellement vite qu'il faut tout le temps se mettre à la page, sinon on est loin, loin derrière. Mais c'est sûr que pour une reconversion, il y a des compétences qui sont transférables des expériences antérieures. Mais le côté technique, c'est sûr que je pense que, comme tu dis, ça repasse par refaire des études ou en tout cas aller se former, à moins qu'on soit déjà dans une compagnie interne qui propose des programmes ou Oui, d'être formé. Ça, c'est des choses, la formation tout au long de la carrière, ça peut être, une façon d'envisager aussi une reconversion, professionnelle. comme CGI. Ouais, c'est ça, on le voit beaucoup. Bah, je pense qu'on arrive, pas mal à notre fin de notre présentation. Je pense qu'on a fait le tour aussi dans les questions. J'espère qu'on a répondu, à tout le monde et que vous avez apprécié, la rencontre. En tout cas, nous, on est très contentes, Oui. d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Vous allez voir un code QR qui va apparaître bientôt. Donc, si vous avez quelques minutes, ça va nous aider à la préparation des autres sessions suivantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Passez Bonne une belle journée. journée. Au revoir.